Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du jeudi 20 mars. Aujourd'hui, le Canada et l'Europe ont un nouveau partenariat militaire pour faire face à Donald Trump. Ça clique 700 000 $ payés à deux firmes pour surveiller l'avancement des travaux du virage numérique. Gabriel Nadeau-Dubois va quitter la politique. Imaginez-vous que Santé Québec a le temps de préparer un petit quiz sur le printemps. Donc, le Canada prend très au sérieux, mais vraiment, les menaces de Trump d'affaiblir l'économie canadienne afin d'annexer le Canada pour qu'il devienne un 51e État. Justin Trudeau, dans ses quelques conversations avec le narcissique, a compris que pour Trump, c'était pas une blague, c'était pas une image, mais un désir réel de faire sauter les frontières, de mettre la main sur le pays et bien sûr les matières premières, les richesses naturelles. Depuis les dernières semaines, le Canada s'est tourné vers l'Europe pour participer à une nouvelle course aux armements. Dans le fond, aujourd'hui, il y a deux volets importants. D'abord, être moins dépendant sur le plan économique du marché américain. Toute la politique d'achat local qui fonctionne très bien. Les Américains sur la côte Est sont inquiets, sont nerveux. Il n'y a pas vraiment beaucoup de réservations pour l'été. Les entreprises qui font affaire avec le marché canadien et québécois se disent, mais comment ça va se passer à partir du 2 avril? Alors, beaucoup de nervosité, d'où l'importance de développer une forme d'autonomie, de protectionnisme et d'avoir ça en tête quand on fait des achats. Et puis aussi, d'être nettement moins dépendant de la puissance militaire américaine. Ce qui fait que la presse rapporte ce matin que Ottawa est sur le point de conclure une entente avec l'Union européenne pour participer à un réarmement massif, 800 milliards d'euros au cours des 5 prochaines années. Et ça veut dire que le Canada va devoir acheter des équipements militaires. On pense que le Québec va en tirer un profit dans 3 secteurs, l'aérospatial, l'intelligence artificielle et la construction navale au chantier maritime Davie de Lévis. Vous êtes nombreux à m'écrire en me disant « Mais pourquoi est-ce qu'on achète des avions de chasse américains? Pourquoi pas mettre fin au contrat et acheter chez d'autres fournisseurs? » Le premier ministre Mike Carney a pris la décision de ne pas aller de l'avant pour l'instant, avec l'achat de 88 avions de combat F-35 de la société américaine Lockheed Martin. C'est un contrat de 19 milliards. Déjà, on a acheté 16 appareils. C'est payé, là, il n'y a rien, on ne peut pas revenir en arrière. Mais pour le reste, il n'y a pas de contrat de signé, il n'y a pas de pénalité. Et la rumeur indique que le gouvernement fédéral pourrait donner le contrat à la société suédoise Saab, qui a terminé deuxième lors de l'appel d'offres pour remplacer la flotte des vieux CF-18. Et dans sa proposition, à l'époque, Saab s'était engagé à assembler, entretenir les avions au Canada, possiblement dans la région de Montréal, transférer la propriété intellectuelle au gouvernement canadien, puis aussi de construire un centre de recherche et d'excellence dans la métropole. Donc, ces menaces à répétition de Trump poussent le Canada vers une alliance importante avec l'Europe. Ça s'est discuté aussi lors du sommet de Charlevoix. Je vous entends, vous me posez la question tous les jours. Est-ce qu'il oserait non seulement faire une guerre économique, mais amener des soldats en territoire canadien, déployer des troupes pour prendre possession par la force du pays? Je ne sais jamais quoi vous répondre à ça. Ces idées circulent, et pas que chez les complotistes diplômés. Il y a des gens qui se disent qu'il a vraiment une fixation sur le Canada. Pour lui, l'eau, les richesses naturelles, c'est important, c'est un vaste territoire. Les gens disent « Ouais, mais nous sommes à gauche, il ne veut pas vraiment nous avoir. » Ben, c'est pas, je pense, une grande préoccupation. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'aime pas le Canada, qu'il veut affaiblir le Canada, qu'il a un objectif précis en ce qui concerne les ressources naturelles. En parlant des droits de douane, la presse nous apprend ce matin que quand Trump, premier mandat, avait imposé des tarifs de 10% sur l'aluminium, évidemment, les alumineries avaient refilé la facture aux acheteurs. Le problème, c'est que le 10% est toujours chargé alors que les droits ont été abolis en 2019. Une surfacturation
qui représente 4 milliards de dollars américains depuis les 6 dernières années. C'est sûr que la presque totalité des montants ont été facturés à des clients américains, sauf qu'il y a de la transformation d'aluminium au Québec et des entreprises québécoises ont dû payer ce 10 %. D'ailleurs, les compagnies, les producteurs canadiens, ne nient pas qu'ils continuent d'inclure ce 10 % dans leur prix. Là, ajouter les nouveaux tarifs de Trump, comment ça va se traduire directement sur la facture? Puis il y a des entreprises québécoises qui disent que ça n'a pas de bon sens. Les alumineries profitent d'un rabais en électricité. Le gouvernement du Québec achète beaucoup de leurs produits. Il y a des investissements, puis ils sont en train, littéralement, de créer, ou ils ont créé, une espèce de système de collusion, qu'il n'y a pas de concurrence et que ce sont des prix gonflés de façon artificielle. Vous lirez ça ce matin. C'est super intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Trump aujourd'hui? D'abord, il a signé un décret pour abolir l'Agence américaine de l'éducation. C'est un pas important dans sa lutte contre les woke. Trump veut destituer aussi les juges. Il est revenu là-dessus toute la journée, ou sa porte-parole. Les juges qui bloquent ces décrets. Il y a beaucoup de juges américains qui ont peur, qui reçoivent des menaces, qui craignent pour leur sécurité, et de nombreux cas de vandalisme contre Tesla. Un des principaux conseillers de Trump a dit qu'il ne sert à rien dans la vie de faire des réformes, surtout en éducation, parce que la gauche a pris le contrôle de la machine. Ils sont installés à l'intérieur et les gens de gauche font semblant d'acquiescer aux directives de la nouvelle administration. Mais en pratique, ils retardent les projets. Ils attendent patiemment que les 4 années passent pour qu'un nouveau président débarque à la Maison-Blanche. C'est pourquoi, dit ce conseiller, il faut fermer la place au plus vite et assortir le financement des écoles à des programmes traditionnels, à des valeurs classiques et redonner aux parents qui pensent comme nous, là, les parents, les bonnes familles américaines, le contrôle des écoles. Alors, il signe ce décret pour fermer éventuellement le département, l'Agence de l'éducation. Le vrai pouvoir appartient au Congrès, mais comme il contrôle beaucoup le Congrès, il envoie un message. Pour ce qui est du financement, c'est pas énorme, là, l'argent du gouvernement fédéral, c'est 10 %. Le reste, ça vient des villes, ça vient des États, mais 10 %, c'est quand même pas banal. Alors, Trump dit, là, vous allez écouter les parents, c'est notre monde. Ce sont les Trumpistes qui veulent rien savoir des woke, qui veulent rien savoir des programmes anti-racisme, le racisme systémique, la diversité, LGBTQ, bon, tout ça. Ça irrite les gens et on veut nettoyer les programmes scolaires. Et les écoles qui vont le faire se voient garantir un financement de 10 %. Les autres, vous allez vous démerder. Et déjà, on le sent, il y a beaucoup d'écoles qui plient et qui appellent des élus en disant « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme plan d'enseignement? » Et on a vu tous ces juges qui ont décidé de stopper, du moins temporairement, certaines décisions du monarque. Des juges qui ont dit « Ça ne tient pas la route, on va faire une pause ». D'autres qui ont dit à Trump « Tu peux aller dans cette direction ». Mais ce qui est très grave, c'est que sa magnificence défie le système juridique américain, défie la loi. Quand il perd personnellement devant le tribunal, il insulte le juge qui l'a condamné. C'est une affaire personnelle. Mais là, on a le président des États-Unis et sa fanfare qui résonne à chaque fois qu'il y a une décision qui ne fait pas l'affaire de Trump. Alors, il insulte le juge, va le traiter de gauchiste, de communiste, nommé par Obama. Et ce discours-là, récurrent, fait en sorte qu'il y a des juges qui sont de plus en plus inquiets, nerveux, qui reçoivent des menaces. Le juge qui a bloqué temporairement la déportation de ressortissants vers le Salvador, des gens qui on associe à des gangs de rue du Venezuela, ben, il reçoit toutes sortes de menaces sur les réseaux sociaux, des images qui circulent. On voit des juges menottés, escortés, condamnés pour avoir défié l'autorité du président. Ça ressemble de plus en plus à un système totalitaire. Des juges qui reçoivent des menaces, des colis suspects qui n'en sont pas vraiment, mais qui peuvent donner l'impression que c'est une menace réelle. Puis il y a l'espèce de coup classique d'envoyer des pizzas qui n'ont pas été demandées.
Et il y a des opérations de cette nature qui ont été vues dans plusieurs villes américaines. Puis les supporters de Trump, là, ils sont déchaînés contre les juges. Comment osez-vous défier le roi et l'empêcher d'aller de l'avant avec l'ensemble de ses projets? Beaucoup de vandalisme contre des concessionnaires Tesla. Il y a 2 jeunes de 20, 21 ans qui ont été arrêtés. Ils ont aspergé de peinture rose le magasin Tesla sur la rue Ferrier, tout près du boulevard Descaries à Montréal. Et ça vise Elon Musk, bien sûr. Et à travers le monde, il y a des Tesla qui ont flambé, il y a des attaques, il y a des manifestations. Et bien sûr, M. Musk dit que c'est du terrorisme. Maintenant, conversation entre Trump et Zelensky. Le ton a pas mal changé depuis la rencontre qui avait viré en confrontation dans le bureau ovale. Là, les deux disent ça a été positif. Trump a un langage un peu plus retenu, mais l'entourage, puis même Zelensky, considère que ça va bien. Alors, ils se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu, une version restreinte. Les Russes, là, ils embarquent pas trop, ils promettent juste de pas lancer des opérations de bombardement contre les infrastructures énergétiques. Mais là, Trump a dit à Zelensky, regarde, on va continuer à discuter avec mon ami Vladimir. Vladimir n'osera pas me contrarier, puis Poutine, très astucieux, flatte l'ego de Sa Majesté. Alors il a dit, je pense que les Américains devraient s'approprier les centrales électriques. Si c'est géré par les Américains, Poutine n'osera jamais attaquer. Ça appartient aux États-Unis, c'est géré. Tu devrais nous donner les centrales électriques et ça va assurer une certaine forme de stabilité. Mais entre-temps, il n'y a pas d'arrêt complet, réel des hostilités. Est-ce qu'il y a une pause? Est-ce que c'est moins intensif? Peut-être. Mais Poutine tient quand même mordicus à ses revendications. Et même si on dit que c'est substantiel, que les conversations sont positives, il est clair que les Russes n'ont pas l'intention de renoncer à l'Ukraine. Et Trump a ouvert une porte en disant à Zelensky, au sujet de ces milliers d'enfants ukrainiens qui ont été enlevés par la Russie, qui ont été placés de force dans des familles d'accueil. C'est un crime de guerre là, qui est documenté, c'est pas une légende urbaine. Alors Trump a dit qu'il va travailler avec la Russie et bien sûr les Ukrainiens pour s'assurer que ces enfants soient retournés chez eux le plus rapidement possible. Du côté d'Israël, la défense civile de la bande de Gaza rapporte une dizaine de morts, plusieurs blessés dans les dernières heures, des frappes israéliennes dans le sud de la bande de Gaza. Depuis la reprise des hostilités, là, parce qu'on va se le dire, le cessez-le-feu ne tient pas. Au moins 470 personnes avaient été tuées dans les bombardements israéliens sur le territoire palestinien. Et l'armée a annoncé avoir lancé des opérations terrestres ciblées. Le Hamas prétend vouloir négocier. Il y a encore des otages qui sont détenus, et c'est clairement, et le gouvernement israélien n'est pas dans l'ambiguïté, on a l'intention d'utiliser la force, les bombardements, pour tenter de récupérer des gens qui ont été pris en otage et qui sont toujours détenus. Ça clique. 3 choses aujourd'hui. D'abord, 700 000 $ de contrat à 2 firmes pour surveiller le virage numérique. Le ministre François Bonnardel refuse de démissionner. Le juge Denis Galland est au travail malgré les pressions de l'opposition pour qu'il soit remplacé. D'abord, le juge Galland est au boulot et ne va pas démissionner. Il n'a pas l'intention de se récuser, puis il n'a pas l'intention de céder aux pressions. Je pense que c'est clair, là. À moins que le gouvernement décide de changer d'idée. Mais la décision a été prise récemment. Est-ce qu'ils vont vraiment faire marche arrière? On apprend aussi que c'est Robert Pigeon qui sera le chef enquêteur. C'est un policier d'expérience. Il a été directeur de la police de Québec, il a travaillé à la commission Charbonneau, participé aux opérations contre les motards durant la guerre. Et d'ailleurs, c'est l'un des principaux policiers qui a permis la condamnation de Maurice Boucher. Dans L'Appel, la série de Luc Dionne, le personnage incarné par Patrice Robitaille, qui obtient les confessions du tueur Stéphane Godas-Gagné, c'est un peu beaucoup Robert Pigeon. Alors, il va travailler avec Galland pour, évidemment, monter la liste des témoins, aller chercher des experts, parce que le danger puis le problème avec l'informatique, c'est le dialecte. C'est un langage
d'initiés que peu de gens arrivent à bien comprendre. Puis si tu veux savoir qui a magouillé, qui savait quoi, au-delà des pratiques comptables, puis est-ce qu'on s'est fait vraiment rouler dans la farine, je vais être poli ce matin, ben ça prend des experts pour être capable de le déterminer. L'opposition répète que l'amitié Galland-Lebel, ça dérange. Moi, ça me dérange pas. Puis je l'ai dit hier, Denis Galland, c'est un ami, et je le sais parfaitement honnête et intègre. Et quand vous regardez sa feuille de route, c'est la meilleure personne pour diriger une enquête qui se veut, rapide, efficace, avec des recommandations précises. Maintenant, pour ce qui est de ces 700 000 $ payés à 2 firmes, Ernst Young et PricewaterhouseCoopers, au fil des ans, ces 2 firmes ont eu le mandat de surveiller l'opération virage numérique. Le Devoir, qui rapporte les détails, dit qu'ils ont regardé les procédures. C'est pas ce qu'on appelle une procédure d'audit, là. Est-ce que les dépassements de coûts sont justifiés? Je ne le sais pas. La VG dit que c'était hors contrôle, puis on s'en va vers plus qu'1 milliard pour le projet. Ernst Young et PricewaterhouseCoopers ont dit, finalement, ils savent respecter les procédures. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin, ou presque à la fin. Puis là, à un moment donné, il y a des firmes qui ont dit, là, on n'est pas certain que toutes les procédures sont à niveau, puis qu'il y a probablement un risque. Donc, les firmes ont levé un peu la main en disant, je pense qu'il y aura des problèmes potentiels. Il y a un grand nombre de tests qui ne sont pas terminés et qu'on a sous-estimé ce que ça représentait. Ça, c'est un autre rapport qui est arrivé après la débâcle, là. La charge de travail, l'impact de la transition numérique. Donc, tu as payé quoi? 2 firmes, 700 000 qui t'ont dit que ça allait pas si mal. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, peut-être que finalement, ça va pas si bien. Et il y a un danger d'effondrement, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, vous avez l'opposition qui est dans ses demandes de démission. Cette fois, c'est pour le ministre des Transports, Bonnardel, qui dit depuis le début qu'il a été gardé dans l'ombre. Des chiffres et des informations dans le Devoir montrent qu'il aurait reçu des données précises sur les dépassements de coûts. Et là, c'est le propre des commissions d'enquête. En fait, une des conséquences, les ministres ne répondent pas. J'entendais la semaine passée, Geneviève Guilbeault ne peut pas parler. Là, François Bonnardel dit, j'aimerais ça vous le dire, mais je ne peux pas. Je réserve mes déclarations lors de la tenue des audiences de la commission qui vient tout juste de démarrer. Gabriel Nadeau-Dubois quitte la vie politique à la fin de son mandat. Il va l'annoncer aujourd'hui, mais là, c'est partout. Alors, il va compléter le mandat et il va faire autre chose dans la vie. Gabriel Nadeau-Dubois revient d'un congé de paternité et c'est dur pour Québec solidaire. D'abord, plante dans les sondages. Ils en ont mangé toute une dans Terrebonne. La candidate se plaint du manque de support du parti. Et c'est vraiment un parti qui est aussi secoué par les crises internes. Puis il y a eu beaucoup de pression sur Gabriel Nadeau-Dubois, son style de leadership. Vous aviez le politburo qui trouvait que finalement, il était beaucoup trop au peuple, loin des valeurs de Québec solidaire. Moi, je pense que finalement, il y en a plein le casque. Puis, il y a une valeur marchande. Vous allez probablement le voir à la télé, peut-être devenir analyste. Peut-être qu'il va faire carrément autre chose, mais en tout cas, il ne sera pas candidat lors de la prochaine élection. La FTQ promet de sortir les gros bras. On retourne dans le passé un peu. Pourquoi? Parce que on vit Jean Boulet puis le premier ministre Legault concernant le projet de loi pour encadrer le droit de grève. C'est un projet de loi qui change complètement la donne et qui permet, par exemple, d'imposer des services essentiels, de faire en sorte aussi que le ministre puisse mettre fin à une grève ou à un lock-out pour demander à un arbitre de trancher et de décréter les conditions de travail. Ça ne fait pas l'affaire des syndicats. Et Magali Picard, qui est en commission parlementaire, la présidente de la FTQ, a dit « Moi, je suis là pour jaser, d'être de bonne foi, puis essayer d'entretenir un dialogue constructif. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va être pris pour sortir les gros bras. » Puis là, tout le monde dit « FTQ, gros bras, qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire suivre Jean Boulet partout. Là, on a vu un exemple il y a quelques jours. Et pas à l'épicerie, pas devant leur maison personnelle, mais on va les écœurer dans leurs activités professionnelles. On a appris aussi que le DG de la FTQ Construction, Éric Boisjoli, quitte en plein milieu des négos en disant qu'il est tanné. Là, évidemment, c'est l'enquête du Journal de Montréal sur les cocktails, le scotch
les crevettes, les voyages sur le bras des cotisations syndicales. Et la FTQ Construction est malheureusement reconnue pour ça, puis c'est pas juste un petit cas. Puis le Journal de Montréal a fait une job d'enquête là-dessus. Puis là, ils se sentent ostracisés. Poursuivre également. Ben, l'intimidation syndicale, ça marche pas tout le temps. Puis là, Boisjoli a décidé de s'en aller. Pour ce qui est des no-shows dans les restaurants, la réglementation s'en vient, mais les restaurateurs voudraient avoir non pas 10 $, mais 20 $ pour chaque client qui ne se présente pas. Valérie Plante nous promet une ville plus propre. L'escouade du balai va circuler plus rapidement. Il y a 6 millions sur la table. Mais entre vous et moi, je comprends qu'il faut ramasser les cochonneries, mais il y a des gens qui sont malpropres. Il y a des gens qui sont absolument irrespectueux de leur environnement. S'il y a autant de cochonneries sur les terrains, dans les rues, il y a une bonne part de ça qui découle de la négligence des gens. Il y a également la Régie des alcools, et comique celle-là, qui s'est permis un cocktail COVID en zone rouge. C'est le Soleil qui nous dit ce matin que la Régie des alcools, des courses et des jeux a organisé un cocktail qui réunissait une dizaine d'employés, alors que les rassemblements étaient interdits. Tu sais, on n'avait pas le droit, puis c'est entre nous seulement dans la petite bulle. Ben, ils ont fait un petit cocktail avec un mousseux pour souligner le départ à la retraite d'une régisseur. Le numéro 1 des Hells Angels du Québec, Martin Robert, est un admirateur de Vladimir Poutine. Il s'est fait tatouer sur le côté droit de la poitrine, dit le Journal de Montréal, une reproduction du Kremlin. Et là, ça va au-delà de l'admiration à distance. Il paraît que Martin Robert, selon une enquête de police fédérale, bon, c'est le chef des Hells, mais c'est un sympathisant des Russes. Et il s'est rendu à quelques reprises, justement, en Russie. Mais là, tu dis, qu'est-ce qu'un Hells va faire en Russie? Plusieurs voyages entre 2022 et 2024. Puis on se demande, est-ce que ça représente une menace pour le Canada? Il aurait peut-être rencontré un motard qui s'appelle Alexander Zaldostanov, qui est surnommé le chirurgien, et qui est un chef de gang qui est très près de Vladimir Poutine. Alors, quels sont les intérêts? Bernard Drainville, qui va déposer son projet de loi aujourd'hui pour renforcer la laïcité dans les écoles. Et je termine avec ce quiz de Santé Québec. Je peux pas croire. C'est le syndicat qui dénonce ça. Puis quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit, impossible. Je veux dire, ils sont frappés par une crise interne. La présidente demande de voir et d'appliquer les contrôles pour les contrats informatiques. Il me semble qu'ils en ont plein les bras. Ben non, toi. Ils envoient un quiz amusant, c'est le mot, sur le printemps aux employés, avec un code QR qui se trouve sur la table de salle à manger avec les réponses. Et en prenant votre lunch, ben ça va vous distraire. Donc, il y a des fonds qui ont élaboré ce quiz qui est organisé par votre comité santé, bien-être et fidélisation. Je vous donne des exemples de questions. Quel phénomène naturel est souvent associé au printemps? Vous avez un choix de réponse. Le gazon pousse, les fleurs commencent à s'épanouir, les jours raccourcissent. Quel signe astrologique n'est pas lié au printemps? Le cancer, le bélier ou encore le taureau. Dans la mythologie romaine, quel est le nom de la déesse de la fertilité et du printemps? Quel fruit n'est pas associé au printemps? Vous voyez la forme un petit peu snowroad de la question. Au Japon, quel nom donne-t-on aux cerisiers qui fleurissent au printemps? Je pourrais continuer, il y en a des pages et des pages. Mais sérieux, ça se peut pas. Tu sais, des fois, on embauche des clowns dans des espèces de bulles de ressources humaines pour faire du rapprochement, que les employés puissent se parler. Mais il me semble que ça va assez mal à Santé Québec. Il me semble là, que vous en avez, je dirais, d'abord, vous êtes trop nombreux, on le sait, là, c'est plein de fonds partout. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a autorisé le questionnaire. Donc, il y a des heures qui ont été payées pour ça. Puis qu'on ose envoyer ça aux employés, alors qu'on coupe des postes, qu'on déplace des gens et qu'on crée un climat d'insécurité. Mais on a le petit quiz sur le printemps. Sur ça, je vous souhaite une belle journée printanière. Je vous donne rendez-vous à demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.